Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'affaire Dupond-Moretti. C'est le titre de l'ouvrage d'Hervé Léman, publié aux éditions du Cerf. On parlera ensuite des contenus illicites sur les plateformes en ligne avec Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocat. Et enfin, on parlera de l'encadrement juridique du sponsoring de l'e-sport avec François-Xavier Chaumiac de Sasse, avocat chez PCS Avocat. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside, on va parler du procès Dupond-Moretti, c'est le titre de l'ouvrage d'Hervé Léman, avocat au barreau de Paris, ouvrage publié aux éditions du Cerf. Hervé Léman, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur l'affaire, le procès Dupond-Moretti? Parce que c'est une affaire tout à fait exceptionnelle. On n'avait jamais vu un ministre de la Justice en exercice jugé par la Cour de justice et sur la plainte des syndicats de magistrats. Donc un procès entre le ministre de la Justice et ses magistrats, c'était quelque chose de tout à fait inimaginable et je ne pense pas qu'on ait jamais vu ça nulle part. Donc c'était un procès extraordinaire, mais derrière cet aspect extraordinaire, il y a des questions de fond qui sont très importantes, puisque c'est un procès dans lequel un conflit entre l'exécutif, le ministre de la Justice, soutenu par le président de la République, et les syndicats de magistrats, donc l'autorité judiciaire quelque part, est arbitré par le Parlement, puisque la Cour de justice est composée majoritairement de parlementaires. Donc un conflit entre l'exécutif et le judiciaire arbitré par le législatif, c'est aussi quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement important dans ce conflit latent, je dirais, entre les juges et le politique. Donc, on l'a compris, affaire inédite. Pouvez-vous revenir sur le déclenchement de l'affaire pour bien comprendre cette affaire? Alors l'affaire est assez compliquée, mais pour simplifier, il était reproché à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, d'avoir engagé une enquête administrative, c'est-à-dire une procédure prédisciplinaire, contre des magistrats du parquet national financier qui avaient initié l'enquête des ce qu'on appelait les fadettes, c'est-à-dire l'examen des factures téléphoniques détaillées d'un certain nombre d'avocats, dont Éric Dupond-Moretti, et aussi d'ailleurs du juge Van Ruymbeck, on l'a un petit peu oublié, mais il était aussi victime de cette curieuse façon de faire. Donc enquête engagée pour essayer de rechercher s'il y avait une taupe qui avait averti Nicolas Sarkozy qu'il était sous écoute téléphonique dans l'affaire Bismuth. Voilà. Et donc, lorsque Éric Dupond-Moretti arrive à la chancellerie, il engage cette enquête administrative et les syndicats de magistrats considèrent que, puisqu'il est en conflit d'intérêts, ça constitue le délit de prise illégale d'intérêt. Et ils vont donc saisir la Cour de justice de la République et ça va enclencher toute la procédure jusqu'au procès et jusqu'à finalement la relaxe d'Éric Dupond-Moretti. Alors venons-en au procès. Quelle était la ligne de défense d'Éric Dupond-Moretti face aux accusations? Alors Éric Dupond-Moretti disait d'abord, quelque part c'est pas moi, c'est ma directrice de cabinet qui a signé la lettre de mission de l'inspection des services judiciaires, de général de la justice, et sur le fond, il disait mais moi j'avais aucune vindicte contre ces magistrats. Il y avait eu une enquête, un rapport, ce qui est vrai, il y a eu un rapport de l'inspection de la justice qui avait montré un certain nombre de dysfonctionnements au sein du parquet national financier. Et il me paraissait que ces dysfonctionnements ne pouvaient pas laisser sans suite. Voilà sa position. Lui, en gros, disait ça n'a rien à voir avec l'affaire dont j'avais été l'objet. Ce que contestaient évidemment les syndicats de magistrats. Alors, cette affaire, c'est conflit d'intérêts sur conflit d'intérêts. Expliquez-nous un peu les deux. Oui, comme vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on se trouve dans une situation, on s'est retrouvé dans une situation assez hallucinante où le ministre de la Justice était jugé sur les poursuites
du procureur général Molins, et qui lui-même avait plus ou moins conseillé sur l'ouverture de l'enquête administrative, qui lui-même avait peut-être espéré à un moment être nommé garde des Sceaux à la place d'Éric Dupond-Moretti. Et puis on avait donc cette affaire extraordinaire. Vous savez, Éric Dupond-Moretti, il dénonçait toujours l'entre-soi des magistrats. Alors, là, il a été servi quand même. Hein. Il s'est retrouvé dans un procès où il y avait quand même quelques magistrats, dont le président de la Cour de justice, sur la poursuite des magistrats, poursuivis par le procureur général qu'il venait de faire nommer. C'était une situation complètement hallucinante et effectivement avec des conflits d'intérêts les uns sur les autres. Éric Dupond-Moretti a reproché à un moment, par exemple, au procureur général d'être un ami personnel de la procureure nationale financière Éliane Houlette, qui était une des entre guillemets victimes de l'affaire. Donc vraiment tout ça était extrêmement consanguin quand même. Et finalement, ça aboutit à la relaxe de l'ancien garde des Sceaux. Comment vous analysez cette décision? Alors, bon, il y a le secret des délibérés, et je ne sais pas si vous avez remarqué que le secret des délibérés, c'est un des derniers secrets qui tient. Le secret de l'instruction, c'est pour rigoler. Le secret du Conseil des ministres, c'est pour rigoler aussi. On sait ce qui s'y dit quasiment pendant le Conseil des ministres. En revanche, le secret des délibérés, c'est quelque chose qui tient. Et pourtant, là, c'était pas si facile, parce qu'il y avait quand même 15 personnes plus le greffier qui étaient au courant de la décision, et elle n'est pas sortie. Donc, c'est un peu difficile de savoir exactement. Mais enfin, ce qu'on peut sentir quand même, quand on lit la décision, c'est qu'il y a une démonstration de culpabilité d'Éric Dupond-Moretti. Et puis à la fin, il y a une phrase dans laquelle une négation qui est introduite, et boum, tout d'un coup, ça devient une relaxe sur l'élément moral. C'est-à-dire que finalement, la Cour de justice dit il n'est pas établi que Éric Dupond-Moretti était conscient qu'il avait commis une prise illégale d'intérêt. Il manque l'élément intentionnel, donc du coup, il n'est pas responsable. Exactement, exactement. Il manque l'élément, exactement. Il manque l'élément moral dans l'infraction, donc pas de culpabilité. Alors évidemment, ça fait un peu sourire de dire, penser que quelqu'un qui a été avocat pendant 35 ans, garde des Sceaux, avec tous les services du ministère de la Justice, ne savait pas ce que c'est qu'une prise illégale d'intérêt. Donc là, on sent quand même qu'il y a une décision, probablement, des parlementaires qui l'ont emporté des 12 parlementaires, qui l'ont emporté sur les 3 magistrats professionnels pour prononcer cette relaxe. Si on va plus loin, on voit que les affaires politiques n'ont jamais été aussi nombreuses. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la judiciarisation de la vie politique qui peut entraver l'action politique? Oui, moi je crois que c'est extrêmement inquiétant. Écoutez, aujourd'hui, nous avons poursuivi par la justice pénale le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée, la ministre de la Culture, la principale leader de l'opposition. Ça fait quand même beaucoup, sans compter le procès actuel de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le Xème procès Sarkozy. Ça fait quand même beaucoup. Alors il y a 2 hypothèses, où on a une classe politique qui est vraiment pourrie de chez pourrie, où il y a une petite tendance chez certains magistrats à être un petit peu pointilleux à l'égard des politiques. Personnellement, je pencherais plutôt pour cette seconde hypothèse. Le problème de cela, c'est que la confiance des Français, tant dans la classe politique que dans la justice, ne cesse de diminuer. C'est-à-dire que toutes ces affaires ne restaurent pas la confiance ni dans la classe politique ni dans la justice, mais au contraire aggravent la méfiance. C'est-à-dire que je ne crois pas que les fruits de l'arbre soient délicieux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour restaurer cette confiance? Tour à tour, les gardes des Sceaux veulent restaurer la confiance envers les justiciables. C'est ce qu'a affiché le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Je crois que c'est très difficile. Je pense que... Mais alors, et puis l'ensemble des Français ont un peu une part de responsabilité. Je crois qu'il faut accepter l'idée que les responsables politiques sont des hommes et des femmes, bien sûr, et de plus en plus des femmes, Dieu merci, comme les autres, c'est-à-dire qu'ils peuvent quelquefois commettre quelques manquements. À part vous et moi, presque tout le monde commet de ci, de là un petit manquement, et qu'il ne faut pas être trop sévère à l'égard de ces manquements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la justice passe, mais il faut que la justice soit mesurée.
Je veux dire, par exemple, dire que pour un leader politique, on va lui mettre une inéligibilité avec exécution provisoire, même s'il fait appel, euh, parce qu'il y a eu des assistants parlementaires qui ont travaillé pour le parti, pas d'enregistrement personnel, pas d'étonnement de fonds. Je pense que c'est un peu excessif. On va conclure là-dessus. Merci Hervé Léman d'être venu sur notre plateau. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des contenus illicites sur les plateformes en ligne face à l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur. On poursuit ce Lex Inside, on va parler des contenus illicites sur les plateformes en ligne face à l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur avec mon invitée Anne-Marie Pecoraro, avocate associée au sein du cabinet UGGC Avocat. Anne-Marie Pecoraro, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons nous intéresser au nouveau régime juridique de responsabilité des plateformes de contenu en ligne. Quels sont ses objectifs ? La situation légale antérieure avait créé beaucoup de dégâts pour les ayants droit. L'état du droit qui s'est adapté progressivement à Internet et aux nouveaux acteurs, les plateformes, les services en ligne, avait abouti sur la directive e-commerce et la loi LCEN, dont la règle maîtresse était une règle finalement de limitation de responsabilité des intermédiaires. Donc tous les intermédiaires techniques n'avaient pas exactement le même régime, mais de manière générale, on allait dans un principe de safe harbor qui était plus propice finalement au développement du commerce en ligne et des acteurs de l'Internet. Et donc, la façon dont ça fonctionnait de manière très générale était que les acteurs plateformes intermédiaires n'étaient pas responsables, sauf si, une fois dûment notifiés, eh bien, ils ne faisaient pas le nécessaire pour retirer les contenus contrefaisants. Et bon, ça, c'était à peu près la condition essentielle, mais évidemment, il y avait beaucoup de modalités de fonctionnement. Et donc, voilà, principe d'irresponsabilité, sauf mauvais comportement établi ou caractérisé, notamment le fait, après avoir reçu une notification en bonne et due forme, de ne pas avoir retiré le contenu. Donc ça, c'était une très grosse difficulté pour les ayants droit et qui a abouti à cette sorte de crise sur le partage de la valeur, puisque pendant toutes les années qui ont suivi, certes, les acteurs de l'Internet se sont développés et le marché s'est structuré et organisé, mais au détriment finalement des titulaires de droits, puisque avec l'expansion endémique de la contrefaçon, les titulaires de droits n'étaient pas payés, leur autorisation licence n'était pas sollicitée, et donc le déséquilibre économique, c'est que les titulaires de droits recevaient finalement moins d'argent, tandis que les opérateurs de l'Internet voyaient leur valeur commerciale devenir géante, comme ça s'est organisé au fur et à mesure des années. Alors, on en sait plus sur ce régime de responsabilité. Quels sont les fournisseurs de services concernés ? Alors, à aujourd'hui, donc, pour faire suite finalement à cette situation juridique, la directive droit d'auteur, dans son article 17, a statué en matière de propriété littéraire et artistique concernant les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne et donc a créé un autre régime pour des fournisseurs avec des critères aussi de seuil, c'est-à-dire les plus gros fournisseurs, parmi lesquels on va retrouver Facebook, YouTube, TikTok. Donc il y a quand même une question de qualification, d'aller vers pour certains fournisseurs, peut-être qu'à un moment donné, ça peut ne pas être clair, mais en tout cas, pour la liste des plus gros, à aujourd'hui, c'est tout à fait établi. Et donc, il est important donc, de pouvoir les définir. C'est ce qu'a fait l'article 17, lequel, on le verra peut-être tout à l'heure dans notre discussion, est transposé en droit français. Donc, les différents critères, c'est que le fournisseur de services de la société de l'information doit avoir pour objectif principal ou un des objectifs principaux, s'il a plusieurs offres, de stocker et donner au public accès à une quantité importante d'œuvres protégées,
et qui ont été téléversés par les utilisateurs, puisque c'est le principe de la plateforme collaborative, qui l'organise et promeut à des fins lucratives. Les fins lucratives pouvant être directes ou indirectes. Donc c'est toute cette série de critères qui doivent s'appliquer. Et concrètement, comment ça fonctionne? Alors, et simplement, il y a des exceptions. Donc, le législateur a écarté des plateformes comme par exemple les encyclopédies ou des plateformes éducatives. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, des exceptions liées à la taille, à des plus petites tailles ou des plateformes plus récentes, etc. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que le principe est inversé. C'est un article qui est assez technique parce que finalement, en peu de mots, il synthétise de très longues années de lobbying et de négociations à Bruxelles et des critères qui sont assez fins à analyser et à appliquer. Donc, le principe, là, cette fois, c'est que ces plateformes fournisseurs de contenu collaboratif vont être en principe responsables. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on va considérer qu'ils procèdent à l'acte de communication au public. Puisque à partir du moment où on est responsable d'un acte d'exploitation, on est aussi responsable de toutes les conditions de légalité ou d'illégalité. Ça, c'est le principe. C'est une présomption de responsabilité, oui, simplement, c'est même de dire ils sont responsables, c'est plus qu'une présomption, de la communication au public, sauf si. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent, avant qu'on les notifie, c'est-à-dire, donc comme on a expliqué sous la directive commerce électronique, c'était ça. Ils commençaient à s'occuper des choses une fois qu'ils étaient notifiés, mais là, non. Là, c'est avant d'être notifiés, alors comme on peut dire parfois les juristes ex-ante, il faut rapporter la preuve des meilleurs efforts. Et rapporter la preuve des meilleurs efforts de quoi? D'avoir cherché à obtenir une autorisation. C'est-à-dire qu'en pratique, on va attendre de l'une de ces plateformes qu'elle puisse prouver qu'elle a fait ses meilleurs efforts, par exemple, pour avoir une licence avec la SACEM. D'accord. Donc, elle est supposée quand même avoir fait quelque chose dans ce sens. Pour aussi garantir la disponibilité ou l'indisponibilité des œuvres, c'est-à-dire finalement avoir un dispositif permettant l'indisponibilité des œuvres contrefaisantes. Et là, on retrouve quelque chose qu'on connaît. Mais est-ce que ça va s'appliquer tout à fait pareil ou pas? Elle doit faire ses meilleurs efforts pour agir promptement après notification motivée de l'ayant droit. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, la notification, c'est comme avant, c'est-à-dire avant, sous la LCEN, qui s'applique toujours d'ailleurs pour des sujets autres que la propriété littéraire et artistique, il fallait signaler à la plateforme en se déclarant effectivement ayant droit et en désignant précisément les liens qui étaient critiqués, etc., etc. Alors là, c'est comme ça, il faut notifier. Alors, les détails de la façon dont c'est notifié, c'est peut-être pas aussi définitif, mais en tout cas, à partir du moment où un ayant droit se plaint finalement d'une contrefaçon, il doit le notifier à la plateforme qui doit agir promptement. Alors, promptement, c'est très 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 rapide, ça ne doit même pas être 4 ou 5 jours, il faut vraiment que ce soit... Donc la plateforme reçoit des notifications, et compte tenu du caractère massif, etc., bon, tout ça doit bien sûr être automatisé. Et je répète qu'on parle bien de propriété littéraire et artistique, parce que les autres textes restent applicables à d'autres domaines. Alors, on a vu leur responsabilité à ces plateformes. Quelles exceptions pourraient les dégager de leur responsabilité? Eh bien, justement, alors, on revient sur ce que je venais de décrire. On est encore sur les meilleurs efforts. Alors, il n'y a pas d'obligation générale de surveillance, mais elles doivent à tout moment, finalement, faire leurs meilleurs efforts pour démontrer qu'elles sont parmi les bons élèves. Alors, dans cet article 17, certaines obligations sont analysées comme étant plus contraignantes ou plus de résultats pour arriver à tout concilier. Mais au niveau principal des démarches à effectuer par les plateformes, donc on est bien sur des meilleurs efforts. On va conclure là-dessus. Merci Anne-Marie Pecoraro. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet UGGC Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'encadrement juridique du sponsoring de l'e-sport.
On parle tout de suite de l'encadrement juridique du sponsoring de l'e-sport avec mon invité Pierre-Xavier Chomiac de Sasse, avocat chez PCS Avocats. Pierre-Xavier, bonjour. Bonjour. Nous allons voir ensemble que le sponsoring de l'e-sport soulève de nombreuses questions juridiques, mais tout d'abord, qu'est-ce que l'e-sport et quels sont ses liens avec le secteur sportif? Alors l'e-sport est défini légalement comme une compétition de jeux vidéo et correspond en réalité à un événement à l'image du sport, à l'image d'un concert, où des personnes vont se retrouver et vont s'affronter au sein d'un jeu vidéo pour s'affronter pour une victoire, pour des qualifications, des dotations, et souvent au sein de lieux physiques et des lieux publics où un public, justement, une audience pourra participer et regarder cette compétition. Quels sont ses liens avec le secteur sportif? Alors, il partage avec le secteur sportif énormément d'éléments sur les valeurs finalement de l'affrontement, de la compétition, de la performance, mais légalement, malheureusement, le législateur en 2016 a opté pour ne pas lui donner une qualification sportive pour plusieurs raisons relativement complexes et lui a préféré un régime autonome, s'inspirant toutefois très largement des dispositions du Code du sport, notamment pour l'encadrement des contrats de travail des joueurs e-sportifs. Alors on en sait plus maintenant sur l'e-sport. Quel est le business model de l'e-sport? Alors c'est une question extrêmement complexe puisqu'en réalité lorsqu'on parle de l'e-sport, il faut comprendre qu'il y a un écosystème de plusieurs acteurs différents qui participent à la création de ces événements. Vous avez les éditeurs de jeux vidéo et les studios qui sont propriétaires du support des compétitions. Vous avez les clubs et les joueurs, qui sont donc une autre entité avec d'autres problématiques en termes de business. Vous avez les organisateurs d'événements qui ne sont pas forcément les éditeurs. Et vous avez évidemment les diffuseurs, puisque l'e-sport se caractérise par une diffusion massive à travers les réseaux sociaux ou les plateformes comme Twitch. Et donc la question du business model de l'e-sport, ce sont en fait 5 ou 6 acteurs différents qui essayent de trouver des leviers économiques justement pour acquérir une stabilité et une croissance. Pour prendre l'exemple des clubs, qui sont généralement les acteurs confrontés au plus de difficultés, on a pu voir une grande expérimentation et innovation et une remise en question continue avec des systèmes historiquement qui étaient fondés sur des levées de fonds et l'obtention de dotations, puis progressivement l'intégration de nouveaux leviers comme le merchandising, la vente de produits ou de services, que ce soit pour les joueurs ou pour les utilisateurs ou leur communauté, et bien évidemment le sponsoring à l'image du sport qui a pris une part de plus en plus croissante. Alors on va venir justement au sponsoring. Quelles sont les formes de sponsoring dans l'e-sport? Alors à nouveau, le sponsoring est assez varié dans la mesure où vous avez une variété d'entités et d'acteurs qui s'intéressent aujourd'hui à l'e-sport et à ses audiences. Ça peut être à la fois des acteurs endémiques du secteur, des constructeurs de matériel informatique, des boissons énergisantes, etc. Et après des acteurs moins endémiques qui finalement sont intéressés de toucher une audience jeune, une audience qui sort un petit peu de leur public classique. Je pense par exemple à Louis Vuitton qui avait fait un partenariat sur un événement e-sportif, à Mastercard ou d'autres entités. Et dans un deuxième temps, ces acteurs sont intéressés aux différents protagonistes des compétitions e-sportives, donc soit les éditeurs, et donc ils vont faire des compétitions au sein desquelles les logos ou les éléments promotionnels des marques vont se retrouver à l'intérieur du jeu, soit ce sont des partenariats ponctuels ou plus longs avec les clubs, voire les joueurs, ou alors avec des organisateurs d'événements, et pour un événement particulier, ils vont être le partenaire officiel de cette organisation-là. Donc si je vous comprends bien, il y a des marques qui misent sur des joueurs ou sur des clubs. C'est ça. Alors généralement les clubs sont plus intéressants parce que il y a plus de visibilité qui peuvent être associées, mais vous avez des joueurs qui bénéficient d'une renommée considérable et qui peuvent, à l'image des sportifs, à l'image de mannequins, pouvoir développer des partenariats propres et personnels avec des marques. C'est le cas notamment je pense spontanément aux anciens joueurs professionnels ou joueurs professionnels qui sont aussi un statut d'influenceurs sur les réseaux sociaux et qui, avec justement leur audience, peuvent séduire
des marques qui sont intéressées de focaliser leur image sur une personne et non pas un club dans sa globalité. Alors, on va évoquer maintenant les aspects juridiques. Quels sont les points d'attention et les risques juridiques dans ce domaine? Alors évidemment, puisque l'on parle de publicité et de sponsoring, il faut en premier lieu être extrêmement vigilant sur la question de la préparation des partenariats et des éléments qu'on met dedans et des obligations respectives. Un club avec plusieurs équipes, c'est potentiellement 20-25 joueurs. Si on fait un partenariat avec une marque qui veut que l'intégralité des joueurs porte le maillot, ne porte pas atteinte à l'image ou à la notoriété de la marque, réalise l'ensemble des diligences, évidemment, ce sont des points sur lesquels il faut être particulièrement... Il faut bien définir le cadre. Exactement, et ça va se transmettre dans les contrats. De la même façon, particularité de l'e-sport, vous allez avoir un enchevêtrement des partenariats et des sponsorings avec pour les éditeurs, pour les organisateurs, pour les clubs, voire les joueurs. Et donc il faut s'assurer évidemment que des marques concurrentes n'arrivent pas au même moment et donc veiller avec les règlements des participants, le règlement des clubs, qu'il n'y ait pas justement de conflit sur ces sponsorings-là. Donc à nouveau, c'est un travail de vigilance en amont pour éviter les crises ou les situations de litige, voire l'annulation de partenariats pour des raisons d'incompatibilité. Est-ce que vous avez des recommandations juridiques à l'égard des acteurs de e-sportifs? Peut-être certains d'entre eux nous regardent. Bien sûr, on l'a vu. Aujourd'hui, les investisseurs, les partenaires intéressés au secteur e-sportif demandent avant tout des gages et des garanties juridiques. Et ça se manifeste avant tout par la certification et la validation de contrats à tous les échelons de la chaîne, que ce soit entre les joueurs et les clubs, que ce soit dans l'intégration et la vérification que les clubs puissent exercer et puissent participer aux différents événements e-sportifs, et un mouvement plus global de co-régulation où finalement l'ensemble des acteurs veillent à ce que de bonnes pratiques émergent, éviter les abus, éviter la commission d'infractions, notamment quand il s'agit de l'emploi d'enfants mineurs. Et c'est par ce travail méticuleux de professionnalisation que le secteur va continuer sa croissance qui aujourd'hui est certaine. Il faut donc créer un cercle vertueux. Est-ce qu'il y a aussi des choses à ne pas faire, des pièges à éviter? Alors bien sûr, ne pas s'encadrer de professionnels, suivre les rumeurs est toujours extrêmement dangereux, et on a pu le voir notamment aujourd'hui avec une émergence de litiges, notamment devant les conseils de prud'homme, portant justement sur la requalification des prestations qui sont faites par les joueurs, requalification en contrat de travail. Donc c'est des points de vigilance aujourd'hui qui appellent tous les acteurs à poursuivre en fait ce travail d'encadrement, de vérification, de contractualisation pour s'assurer qu'ils puissent finalement continuer de se développer dans de bonnes conditions et de façon sereine. On va conclure là-dessus. Merci Pierre-Xavier Chomiak de SAS, avocat chez PCS Avocats. Merci beaucoup. On va conclure l'émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.